Mercredi 13 mars, merci à tous de vous informer sur RTI 1 à la une ce soir. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un projet de loi portant réforme hospitalière. Réforme qui vise la création des EPH, les établissements publics hospitaliers, afin d'améliorer la gouvernance et le fonctionnement des hôpitaux en vue d'assurer une meilleure prise en charge des malades. 13 mars 2016, 13 mars 2019, la Côte d'Ivoire se souvient de ses morts et de ses blessés suite à l'attaque terroriste qui a frappé la ville de Grand-Bassam. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée en la mémoire des victimes. Le programme social du gouvernement ivoirien a été expliqué en détail ce mercredi par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Tokone est également revenue sur le programme Filet socio-productif devant la presse lors des rendez-vous de Fraternité Matin. Fusillade meurtrière dans une école près de Sao Paulo au Brésil. Au moins 6 enfants et 2 adultes ont trouvé la mort. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les assaillants seraient 2 adolescents qui se sont donné la mort après avoir ouvert le feu dans l'école. Bonsoir à tous, bienvenue. Le gouvernement ivoirien s'est réuni ce mercredi à la faveur du Conseil des ministres hebdomadaire. Décision majeure prise à l'issue de cette rencontre, l'adoption du projet de loi portant réforme hospitalière. Les CHU, centres hospitaliers universitaires, vont devenir des EPH, établissements publics hospitaliers. Mama Traoré et Awa Touré nous expliquent ce que ce changement implique. C'est un test qui sera soumis aux députés dès l'ouverture de la prochaine session parlementaire. Il s'agit d'un projet de loi portant réforme hospitalière avec pour innovation majeure la création des établissements publics hospitaliers EPH, des hôpitaux mieux gérés, capables d'offrir une prise en charge médicale adéquate aux malades. Ce projet de loi engage une réelle modernisation de la gouvernance, de l'organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers compte tenu de la faculté reconnue au EPH d'exercer suivant un mode de gestion privée. Ce modèle de gouvernance garantit la gestion optimale du patrimoine et la participation des établissements hospitaliers privés au service public hospitalier tout en garantissant son caractère social. Ce sont les CHU qui deviennent des EPH. Donc, il n'y a pas d'autres nouveaux établissements à créer, sauf les nouvelles constructions qui seront réalisées dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Mais c'est vraiment un changement d'identité, un changement de mode de gestion de chacune de ces institutions. Pour le moment, le gouvernement a fait sa part et transmet le projet de loi à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est seulement alors que le texte sera opérationnalisé. Le Conseil a également adopté un décret instituant désormais l'identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les parcelles seront désormais dotées d'une seule immatriculation reconnue par l'administration foncière. L'IDU-FCI est un numéro alphanumérique d'identification fixe de 20 caractères générés dans le traitement des dossiers fonciers à attribuer à toute parcelle située sur le territoire national et qu'elle devra obligatoirement posséder en dépit des modifications apportées à sa consistance. Ainsi, les structures en charge du foncier dans chaque administration sont tenues de régulariser la désignation des parcelles entièrement immatriculées ou non dans un délai d'1 année. Cette mesure vise à mettre un terme à la juxtaposition des différents systèmes d'identification des parcelles et à établir une numérotation continue et unique des parcelles en vue de rationaliser et de sécuriser la gestion du foncier sur l'ensemble du territoire national. Afin d'éviter tout risque de dégâts liés aux inondations, le gouvernement opte pour la prévention. Le Conseil a instruit le ministre chargé de l'assainissement et de la salubrité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour dégager toutes les zones inondables des bâtis y existants et d'accélérer les procédures de passation des marchés de curage
en vue du lancement des travaux de pré-saison 3 mois avant la saison des pluies. Le Conseil des ministres s'est également fait l'écho de la situation qui prévaut actuellement dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Relativement aux grèves dans le secteur de l'école primaire, il y a une reprise effective qui a été constatée sur toute l'étendue du territoire. Dans l'éducation secondaire, la reprise, quoique mitigée, est effective. D'ailleurs, la ministre en charge est en négociation avec les syndicats pour que nos élèves puissent continuer à aller à l'école dans les plus brefs délais. Relativement au secondaire, la normalisation a été observée et les cours ont lieu, idem pour les examens. Et bientôt d'ailleurs, les enseignants iront en atelier avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur pour adresser certains points de revendication qui étaient inscrits dans leur liste. Autre point abordé lors de ce conseil, le niveau d'exécution du projet Sublime Côte d'Ivoire. Ce projet, destiné à valoriser le potentiel touristique ivoirien, va bientôt aborder la phase de recherche de financement. À noter également l'inauguration le 25 mars prochain à Abidjan du Centre régional d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition. La ville de Grand-Bassam et toute la Côte d'Ivoire se souviennent, voilà exactement 3 années, qu'une attaque terroriste a endeuillé le pays. Devoir de mémoire, lors d'une cérémonie sobre, le gouvernement ivoirien, les pays amis de la Côte d'Ivoire et les familles ont rendu hommage aux victimes. La lutte contre le terrorisme est aujourd'hui une préoccupation commune à tous les pays du monde. Les leaders religieux des pays du Sahel entendent eux aussi mener pleinement ce combat. Ils sont réunis en ce moment à Abidjan et ils travaillent sur les moyens pour lutter contre le radicalisme religieux et l'extrémisme violent. Nous Sangaré, Paras Rokone. La radicalisation religieuse, une problématique qui prend de l'ampleur au fil des années, selon la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Et l'une des principales causes de ces phénomènes, la pauvreté. Un jeune qui est affamé, un jeune qui n'a pas de situation et qui veut se marier, qui veut s'installer, qui n'a pas de moyens, qui ne voit rien à l'horizon qui lui permet d'avoir ce qu'il veut et que quelqu'un vienne s'arrêter devant lui pour dire « moi je peux te donner 10 millions ». Il va partir. Il faut donc l'éradiquer, d'où la tenue de ce colloque initié par la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel. Le rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Thème choisi pour ce colloque. On a choisi cet atelier pour faire face à quelques actes d'évaluation économique pour créer des entreprises, des micro-entreprises pour les jeunes et pour les femmes, pour que les extrémistes ne trouvent pas les moyens d'acheter un pauvre, d'acheter un jeune et de lui donner quelques dollars ou bien pour lui donner le paradis ici sur terre. Le président de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel, exhorte également les États à accompagner les efforts des leaders religieux dans leur mission de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme. Ce colloque, qui se tient sur 2 jours dans la capitale ivoirienne, a vu la participation de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 2019-2020, 12 mois axés sur le social en Côte d'Ivoire. La ligne directrice de l'action gouvernementale cette année reste le développement socio-économique en faveur des couches les plus vulnérables. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a passé en revue ce programme social face à la presse lors de la tribune Les rendez-vous de fraternité matin. Ahmed Traoré et Arman Guivé. 2 heures avec la presse pour passer au peigne fin les actions menées dans le sens de soutenir les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011. C'est l'exercice auquel s'est prêté Koné Mariatou, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Sujet également abordé, les filets sociaux productifs, ce projet du gouvernement pour lutter contre l'extrême pauvreté. Avec le concours, heureusement, de la Banque mondiale, qui est le partenaire principal sur ce projet, nous avons pu obtenir d'abord
25 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020, à partir de l'identification des pro-pauvres, c'est-à-dire les pauvres des pauvres, nous allouons 12 000 francs CFA par mois à des ménages pour leur permettre de retrouver leur dignité, d'avoir le minimum vital pour vivre. Le bilan sur les dossiers en cours de traitement au sein de son ministère a également été présenté. Que nous prenions en compte d'abord, prioritairement, comme cela se fait au niveau international, dans le droit international, les personnes victimes d'atteinte à l'intégrité physique. C'est ce qui explique que nous privilégions, pour l'instant, les personnes décédées, et puis que nous prenions en charge intégralement les personnes qui ont été blessées physiquement ou mentalement suite à l'une quelconque de ces crises si des séquelles perdurent. Et pour cela, il a mis en place un fonds qui est le fonds d'indemnisation des victimes avec une dotation initiale de 10 milliards. Au terme de son exposé, la ministre Mariétou Koné a exhorté les journalistes à travailler dans le sens de la cohésion sociale. Le premier numéro du quotidien Fraternité Matin lui a été remis symboliquement par le directeur général de ce journal. Et un volet important du programme gouvernemental est consacré au logement. Le secteur de l'immobilier ivoirien va vers une réduction généralisée des taux d'intérêt. Cet indicateur positif ressort du deuxième salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, tenu du 9 au 10 mars dernier. Ce salon aura permis de faire un état des lieux de la question des prêts immobiliers. Le reportage de Cheikh Koné. Il est désormais possible pour toute personne sollicitant un prêt immobilier de bénéficier d'un crédit acquéreur d'un taux compris entre 4,75 et 7%. Le constat a été fait par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, lors de la deuxième édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de voir que les taux baissent. Les taux baissent parce que les banquiers ont davantage confiance dans l'écosystème qui est mis en place. Et pour nous, c'est une très très bonne chose parce que cela permet d'allonger la durée de crédit et cela permet que des personnes qui ont des revenus plus faibles puissent accéder néanmoins à la propriété immobilière. Et donc pour nous, c'est une très 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 bonne chose. Nous avons pu voir des taux qui oscillent ici entre 4,7% et 7%. Je n'ai pas vu un seul taux au-delà de 7%, ce qui est très bon, puisque nous avons connu dans ce pays des taux à 16%, à 17%. Pour les acteurs du secteur bancaire, la baisse du taux d'intérêt répond à une stratégie d'approche du risque de crédit. Cette nouvelle approche ne se fait pas sans appréhension. Nous finançons le promoteur. Une fois que nous avons financé le promoteur, on ne peut pas financer un promoteur à 4,75. Par exemple, le promoteur a un taux relativement plus élevé. On dit, bon, ce promoteur, puisqu'on l'a financé à un taux relativement plus élevé, s'il y a un client qui vient acheter ces maisons, nous mitigeons le risque et la rentabilité avec sur ce client-là. Donc, on arrive à avoir une moyenne de taux. C'est pour ça qu'on peut financer le client à 4,75. Donc, quand on dit les taux sont ceci, les taux sont élevés ou bien que trop élevés, la population se plaint, mais parce que c'est une logique économique. Ils sont dans un ensemble. Ça dépend de la nature des ressources que nous avons. Pour sa seconde édition, ce salon a enregistré près de 7000 visiteurs et 45 exposants, dont des banques, des assurances, des constructeurs et aménageurs. Aujourd'hui, le plus difficile pour l'acquisition de logements, c'est le financement. Et vous avez bien compris l'intervention de M. le ministre qui a insisté sur les taux d'acquisition des logements. Heureusement, les banques présentes ont rassuré tout le monde que les taux varient entre 4,75 et 7%. Nous sommes très heureux et très contents. Des conférences et panels d'échange sur les problématiques du secteur de l'immobilier ont été organisés avec des acteurs de premier plan qui composent l'écosystème de l'immobilier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'agence ivoirienne de presse AIP vient de recevoir du ministère de la Communication et des Médias 4 nouveaux véhicules. Une dotation pour être plus efficace sur le terrain. Christelle Dia et Godefroy Okambawa. Après une année de travail acharné, administrateurs et journalistes de l'agence ivoirienne de presse AIP récompensent leurs efforts. Moment important, les directeurs régionaux de l'agence reçoivent les clés des véhicules des mains du ministre de la Communication et des Médias.
Des moyens roulants qui permettront à ces agents de l'AIP de mener efficacement leurs fonctions. Pour moi, c'est un sentiment de joie, bien sûr, parce que ça va permettre au chef de bureau d'aller au contact des populations, c'est notre mission, l'information de proximité. D'un coût total de 60 millions de francs CFA, ces véhicules sont destinés aux bureaux régionaux d'Abengourou, de Séguéla, d'Abouasso et au bureau central d'Abidjan. J'aimerais vous rassurer vos collaborateurs par rapport à notre engagement plein à continuer à faire ce renforcement en ressources de AIP, mais surtout vous accompagner pleinement pour que AIP continue à glaner des lauriers. À ce jour, l'AIP compte 60 correspondants et 16 bureaux régionaux. Voilà quelques jours que le Conseil supérieur de la publicité mène une opération pour la destruction des panneaux publicitaires illicites dans le district d'Abidjan. Dans le viseur, quelques 500 panneaux illicites dans les 13 communes du district. Issaïo. Le ministère de la Communication et des Médias, via le Conseil supérieur de la publicité, CSP, veut assainir le secteur de la communication publicitaire en Côte d'Ivoire. Une opération de démantèlement des panneaux illicites est lancée dans le district d'Abidjan. Première escale, la commune de Port-Boué, dans le sens Anani, place Akwaba. Nous avons d'abord eu une opération de stickage des panneaux. Cette opération visait essentiellement à recenser tous les dispositifs qui avaient été implantés en violation des dispositions du décret de 2007 sur l'affichage publicitaire. Ensuite, la seconde étape, c'est de venir sur le terrain et démanteler tous les panneaux qui n'ont pas de propriété. Et qui n'ont pas de propriétaire, on les démantèle de façon systématique. Cette étape a été décidée de façon consensuelle avec toutes les différentes associations du secteur. Après Port-Boué, les communes de Koumassi et de Marcory sont visitées. Objectif, démanteler tous les panneaux publicitaires n'ayant pas de sticker. N'importe qui se lève et puis place un panneau publicitaire, il n'est pas régi, il n'a aucune société et il profite de ces panneaux-là, il fait une activité commerciale et publicitaire là-dessus. C'est interdit parce que c'est réservé exclusivement aux régies en affichage agréées par le Conseil supérieur de la publicité. 500 panneaux illicites sont concernés par cette opération qui va durer 2 semaines dans les 13 communes du district d'Abidjan. Depuis le début de l'opération, plus de 80 panneaux sont démantelés. Le maire de la commune d'Abobo a présidé la première session ordinaire du conseil municipal de la commune. Une rencontre pour statuer sur les difficultés rencontrées, surtout réfléchir sur les conditions d'amélioration de la vie des populations de la commune. Astou Touré. Salle comble à cette première session ordinaire des conseillers municipaux de la commune d'Abobo. Sur 50, 49 présents. Le quorum ayant été largement atteint, le maire de la commune peut livrer son message. C'est une responsabilité que nous devons partager ensemble. Je suis prêt à échanger avec les uns et les autres pour que nous puissions avoir une plateforme commune, un programme commun pour le bonheur de nos populations. Pour Ahmed Bakayoko, il s'agit surtout d'améliorer les rapports interhumains afin de produire un meilleur résultat. Il fait donc le pari de réussir à transformer la commune au-delà des difficultés. Il souhaite surtout compter sur l'implication de tous. Tous les enfants d'Abobo et tous les cadres d'Abobo doivent se mettre autour de la gestion de la collectivité locale pour le bonheur de la population d'Abobo. Ma contribution doit être celle de l'amélioration des conditions de vie. Il faut que nous soyons unis et nous aurons plus de force pour réaliser ce qu'il faut. Nous sommes vraiment ravis d'avoir un maire très proche de la population qui cherche à comprendre nos problèmes. À cette rencontre, le maire a exhorté ses collaborateurs à être à l'écoute des populations. Il s'est également penché sur le cas des déguerpis des voies publiques. Il y a des gens qui étaient dessus, peut-être qu'ils sont fâchés. J'ai demandé qu'on voit comment on les organise. Des gens, au lieu d'avoir peut-être 1 heure ou 2 heures pour rentrer chez eux en 3 heures ou 4 heures. Pour ne pas les pénaliser, j'ai demandé aux équipes techniques de commencer à réfléchir pour que nous puissions, à travers certaines ruelles, faire des places pour des commerces. Pendant près de 2 heures, ils ont posé les premiers pas pour la gestion de la mairie d'Abobo. Plusieurs points ont été adoptés dans le projet du budget qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA.
Le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, a échangé avec 300 têtes couronnées de la région du Gontougo. La rencontre a eu lieu au sein de la mairie de Bondoukou. Le président du MFA a partagé avec ses leaders coutumiers la vision du chef de l'État, construire une paix durable dans le pays. Le commentaire de Gabriel Zani. 300 chefs traditionnels des départements et villages de la région du Gontougo se sont rassemblés ici, dans cette salle de la mairie de Bondoukou, pour écouter ce message délivré par Siaka Ouattara, le président du MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir. La cohésion sociale est le levier d'un développement harmonieux en Côte d'Ivoire, a-t-il dit aux chefs des communautés. Ils doivent relayer la vision du président Alassane Ouattara auprès des populations. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous invite donc à vous détourner de la division et de l'incertitude, soucieux du développement économique de notre pays et épousant les idéaux de tolérance, de cohésion sociale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny. La paix sociale retrouvée, les infrastructures économiques construites, des projets sociaux en cours d'exécution, ces acquis sont à préserver en 2020 et bien au-delà. Les efforts du gouvernement sont remarquables et concernent, entre autres, l'électrification de plusieurs villages, la construction de collèges dans plusieurs localités, la construction des centres de santé, la construction très prochaine de l'université de Bondoukou. Des applaudissements en signe d'approbation du message. Nana Adoubibi, chef de province, a salué les actions du secrétaire d'État Siaka Ouattara, l'émissaire du chef de l'État dans le Gontougo. Aujourd'hui, le MFA, le parti dirigé par Siaka Ouattara, est plus que jamais engagé pour l'apaisement du climat social et le rassemblement des Ivoiriens. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et les mairies se concertent pour une gestion plus efficace des déchets. Le ministère entend renforcer l'implication des élus à travers l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour de meilleurs résultats au quotidien. Grâce Kando. La ministre Anne-Désirée Ouloto veut une collaboration plus accrue et efficace avec les instances dirigeantes des collectivités territoriales dans la gestion des ordures. Rencontre donc ce mardi pour échanger sur la question. Nous voulons que l'approche soit inclusive et participative, de telle sorte que nous puissions tirer les leçons des faiblesses du système passé et leur permettre d'avoir donc tout le matériel qui convient, mais à côté du matériel, l'encadrement technique qui convient avec la vision et l'approche opérationnelle, ce qui fera que toutes les villes de Côte d'Ivoire auront donc cette même chance d'être aussi belles et propres qu'Abidjan. Ils ont pris l'engagement de sensibiliser nos populations à avoir des réflexes citoyens. Et les maires de Côte d'Ivoire joueront leur participation pour être les véritables bras séculiers du gouvernement dans sa vision et dans sa politique de développement social et communautaire. Des initiatives dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et des actions de sensibilisation et de déguerpissement des populations vivant sur les flancs de collines et dans les zones inondables sont menées. Au niveau d'Adjamé, nous avons déjà commencé avec le curage de tous les caniveaux de la commune. Et nous avons mis une équipe au niveau de notre service technique pour recenser tous les endroits à risque. Nous avons mis effectivement donc des poubelles devant donc des portes, des maisons, pour permettre effectivement aux gens donc de ne plus verser partout et donc de verser donc les déchets dans des poubelles qui ont été donc installées au niveau donc de différents quartiers. Pour rappel, une plateforme de collaboration entre le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a été signée en 2013 en vue d'une amélioration durable de la qualité de vie.
Dans la filière cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ces deux pays qui pèsent pour 60% de l'offre mondiale du cacao, optent pour un cacao durable et traçable. Les dirigeants du Cocoa Board du Ghana et du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire ont signé un protocole pour fédérer leurs forces et se mettre aux normes internationales. Noël Niagno. La coopération Côte d'Ivoire-Ghana dans le secteur du cacao gagne en intensité avec 7 autres actes stratégiques. La signature de cette déclaration, toujours à Abidjan, après celle du 26 mars 2018. Celle-là a trait à la mise en œuvre de la norme ISO 34101 sur le cacao durable et traçable. Les signataires, le directeur général du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, Yves Brahima Koné, et Joseph Bohin Aïdo, directeur exécutif du Ghana Cocoa Board. Les deux poids lourds de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché, prennent ainsi une option sur l'avènement d'une norme qui prend en compte surtout l'amélioration des conditions sociales et des moyens de subsistance des producteurs. Toutes choses qui permettront d'assurer une production durable du cacao. Cela pour éviter d'éventuelles pénuries préjudiciables à l'industrie du chocolat parce que la demande en cacao et en chocolat croît d'année en année. La norme objet de cette rencontre a 4 composantes. La partie 1 portant sur les exigences relatives au système de gestion de la durabilité. La partie 2 portant sur les exigences de performance relatives aux aspects économiques, sociaux et environnementaux. La partie 3 portant sur les exigences relatives à la traçabilité. La partie 4 portant sur les exigences relatives au système de certification. Si les 3 premières sont considérées comme acquises, la 4e composante attend d'être validée par les parties. Voilà tout le sens de la déclaration d'Abidjan. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé à travers le Conseil du Café Cacao et le Ghana Cocoa Board de s'approprier la norme internationale ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable afin d'y apporter les améliorations nécessaires qui tiennent compte des intérêts de l'ensemble des acteurs. Comme on le voit, les deux poids lourds veulent désormais compter dans les prises de décision, surtout quand il s'agit des questions de production et des conditions de vie des cultivateurs. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres enregistre une nouvelle filière. La première promotion en diplomatie, protocole et relations internationales vient d'effectuer sa rentrée de Master 2. C'est une formation qui vient combler un vide dans le système francophone. Kolo Koulibaly. Les auditeurs seront formés sur 10 mois, assortis d'une soutenance devant un jury. Ils vont maîtriser les spécificités des notions de diplomatie, protocole et relations internationales. Une innovation en termes de formation au camp PC. C'était pour combler un vide en Afrique francophone et peut-être même en Afrique anglophone. On n'a pas une formation spécifique en diplomatie, protocole et relations internationales. Il y aura un groupe qui va faire les cours en présentiel avec les professeurs et un groupe qui va faire les cours soit par téléenseignement, soit sur la plateforme e-learning du camp PC. Pour cette rentrée, une conférence inaugurale sur l'organisation et le fonctionnement du monde dira aujourd'hui. Les relations internationales sont tellement complexes, on va vers les autres pour changer une situation qui ne nous arrange pas. Ou bien pour renforcer et défendre une situation qui nous arrange. Dans ces conditions, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de bons. Le ministre Niamey Yao a conseillé aux intéressés la pluridisciplinarité, une clé de réussite des relations internationales d'aujourd'hui. Les apprenants, eux, appréhendent bien l'enjeu de la formation. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette année à ma formation. Nous avons découvert l'organisation du monde. C'était des éléments qu'on peut penser qu'on avait comme connaissance, mais présentés par le professeur, ça prend une autre dimension. L'année dernière, déjà, j'ai suivi 2 formations ici au camp PC que j'ai trouvées très enrichissantes. Donc, il m'est venu l'idée de m'inscrire à cette formation, d'autant plus que je suis diplomate de carrière.
Le CAMPC est une institution inter-État qui se veut un outil de formation pour les cadres et leaders africains. Actualité internationale nous conduit à Lagos, au Nigeria. Un immeuble de 4 étages abritant une école maternelle et primaire s'est effondré ce mercredi. Des enfants sont pris au piège dans les décombres, au moins 10 selon des témoins. Une vingtaine de personnes a déjà été sortie. Les secours sont toujours à pied d'œuvre afin de tenter de sauver ces enfants pris au piège. Et puis cette fusillade meurtrière dans une école primaire à Sao Paulo au Brésil. Au moins 6 enfants et 2 adultes ont trouvé la mort. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les assaillants seraient 2 adolescents qui se sont donné la mort après avoir ouvert le feu au sein de l'établissement. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Michel Mambo. Bonne fin de soirée et à demain sur RTI 1.